Bonjour Myriam et bonjour à toutes et tous. Avant de répondre précisément à cette question, je crois qu'il y aura un ou deux slides que j'avais préparés à cet effet, j'aimerais peut-être revenir sur la question européenne, sur la question française, pour mieux comprendre la question aujourd'hui des réseaux de distribution, des réseaux de proximité. Corinne Lepage l'a rappelé tout à l'heure, dans une opinion publique aujourd'hui, qui vous l'avez vu ces derniers jours, sur la question européenne, est très capable de se cliver et d'avoir un discours très fermé sur nous-mêmes, il faut rappeler une évidence, c'est que la taille critique pour mener une politique énergétique climatique, c'est à minima l'Europe et sans doute le monde. Tu rappelais tout à l'heure tout à fait la conférence, la COP 21 de décembre 2015, mais nous, la taille critique pour mener quelques actions phares, que ce soit en matière de prix du CO2, que ce soit en matière d'orientation énergétique, c'est vraiment l'Europe. On l'a oublié, pourquoi ? Parce que ces 10-15 dernières années, les opinions se sont refermées sur des visions nationales, et avec un discours souvent des décideurs publics qui était de montrer le voisin comme ayant fait le mauvais choix et d'exacerber la qualité du choix intrinsèque qu'on faisait soi-même. C'est pas la bonne voie. La bonne voie, il faut rappeler à tous que le changement climatique suppose une réponse de taille, que cette réponse de taille, quand on est un pays membre d'un beau projet qui s'appelle l'Europe, c'est l'Europe. Je prends des deux exemples, par exemple, qui sont peu cités, mais on parle de prix du CO2. Un des ministres que tu évoquais tout à l'heure avait annoncé il y a un an une contribution climat-énergie. La vraie taille pertinente au plan économique pour mettre en place un prix du CO2, c'est l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un espace de libre circulation des marchandises, et donc on voit bien qu'on ne peut pas aller contre la construction du marché intérieur si on n'envisage pas que l'Europe, c'est au moins la taille critique. Deuxième sujet, la normalisation. C'est pas très sexy de parler de normalisation. Et pourtant, quand Obama arrive au pouvoir en octobre 2008, le premier chantier qu'il donne à son administration, c'est penser les smart grids de demain, penser les smart meters de demain. Mettons en place des normes, nous, Américains, qui nous permettront d'être les grands gagnants de la compétition énergétique mondiale. Nous fonctionnons, nous, avec un comité de normalisation à 28, donc en séquençant sur l'ensemble du secteur énergétique le travail, donc en nous empêchant d'avoir industriellement des leaders mondiaux dans le secteur énergétique. C'est pas simple à expliquer à l'opinion, à monsieur et madame Michu dans la rue, et pourtant c'est quelque chose qui est nécessaire. Troisième sujet, c'est les impacts des choix énergétiques des uns sur le fonctionnement énergétique des autres. Le choix d'un pays membre de l'Union européenne en matière énergétique va de facto par les interconnexions, les 46 interconnexions très haute tension qui relient la France à ses voisins, impacter positivement, négativement, mais c'est même pas, on ne met pas de valeur, on ne met pas d'affect, c'est technique, c'est physique. Et ça dure depuis la nuit des temps. Les Européens ont été les premiers à construire des réseaux interconnectés entre eux à partir de 1951. Donc la dimension européenne, elle est fondamentale, il faut la rappeler, c'est la dimension pivot. En France, Myriam rappelait le projet de loi. Dans le projet de loi, il y a quand même deux drivers qui sont indiqués, qui sont d'une part la concrétisation de l'engagement du président de la République à la conférence environnementale numéro 1, qui est un engagement en termes de panachage du mix de production. Donc ça veut dire qu'on va non pas fermer le nucléaire, mais on va être sur une réduction de la part du nucléaire et donc sur un essor soutenu, accru des ENR. Et deuxième engagement du président de la République, c'est en termes d'efficacité énergétique, avoir à l'horizon 2050 une diminution de la consommation. Tout ça, ça a déjà passablement commencé. S'il y a possibilité de projeter le slide que j'avais préparé, tu l'as là ? Attends, on va y aller, on va essayer. Voilà, ben c'est très bien. Donc vous voyez dans ces scénarios, qui sont des scénarios qui ont été présentés par RTE en début d'année, à partir de données notamment fournies par ERDF et par l'ensemble des distributeurs, vous voyez qu'on a une sorte de... Je ne sais pas comment on peut zoomer. Attends, oui, c'est peut-être là. On a une sorte de palier qui s'établit, là, à partir de, on va dire, des années 2008-2009. Et puis on observe, si on zoome un petit peu plus, le même phénomène. Donc aujourd'hui, moi je me rappelle professionnellement, il y a 10 ans, 11 ans, on avait encore des communiqués de presse quand au mois de février ou mars, la France battait des records de consommation. Et on était un peu dans la dialectique de Boubka, on était très fiers parce que technologiquement, on avait passé un nouveau pic de consommation. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est plus du tout là-dedans et qu'on est déjà de facto dans quelque chose qui est une consommation plus modérée et qui va sans doute
évoluer dans les années qui viennent. C'est pas un drame, il ne faut pas vivre ça comme une décroissance ou quelque chose qui renvoie à un phénomène économique extrêmement lourd. On peut trouver du développement économique et industriel simplement dans un modèle un petit peu différent. Et donc tout ça, il faut aussi l'expliquer aux gens, parce que dans la dialectique souvent du développement économique, de la réindustrialisation du pays, des signaux comme ça peuvent être vécus de manière négative. Non, plus d'efficacité énergétique au niveau industriel, ça peut générer ça. Et des comportements éco-citoyens, tout à l'heure, c'était évoqué, je crois, Myriam par toi et par d'autres orateurs, ça participe aussi de l'équilibre d'ensemble. Le seul phénomène qui va se passer pour nous électriciens, c'est qu'on va voir quand même apparaître quelque chose qu'il faudra gérer, qui n'est pas une impossibilité, qui n'est pas un risque, mais qui est un défi technique, c'est ce qu'on appelle la gestion de la pointe. Alors la pointe, traditionnellement hivernale, liée bien sûr au facteur qui est le facteur du chauffage plutôt résidentiel, mais on voit bien qu'il y a d'autres facteurs qui participent à la pointe. Et donc ce phénomène de pointe va être le facteur dominant jusqu'en 2025, d'après ce que nous disent nos économistes à ERDF, qui va complètement changer les paradigmes de la gestion physique du réseau. Mais la pointe, elle est aussi liée à des phénomènes liés au changement profond, liés à l'apparition des ENR, qui fait qu'il va falloir analyser économiquement, physiquement, techniquement la situation électrique, département par département, région par région, parce que vous pouvez très bien avoir à un endroit une injection de renouvelables très forte qui sera à transférer dans le département d'à côté, qui lui sera fortement consommateur. Je vous donne un seul chiffre. Cantal produit 300 fois plus qu'il ne consomme. Paris consomme 300 fois plus qu'il ne produit. Vous voyez bien qu'entre les deux, il faut quelque part avoir des réseaux, et donc une gestion des réseaux plus fine, ce que Patrice Geoffroy évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire le réseau n'est plus uniquement un vecteur descendant qui renvoie des moyens centralisés vers votre compteur électrique. Le réseau, ça va être quelque chose qui va gérer des variabilités plus importantes, des intermittences. Les ingénieurs savent le faire. Pour mémoire, quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas dans la salle, en 10 ans, l'équivalent de 13 centrales nucléaires ont été raccordées au réseau de distribution, par le bas, par le réseau de proximité. S'il y a 10 ans, ce chiffre-là, 13 000 mégawatts, avait été évoqué, d'aucuns dans cette salle auraient pu dire oh, « mais c'est impossible, ça va être une catastrophe, un cataclysme », ça a été fait. Et avant de venir vous voir, j'ai vérifié, depuis le début de l'année 2014, 1er janvier, fin juin 2014, 1362 mégawatts de plus d'énergie renouvelable raccordée au réseau de distribution. L'équivalent d'une centrale nucléaire, 1300 mégawatts. Donc ça veut dire que le phénomène aujourd'hui est en marche, les réseaux sont là pour accompagner ce changement, et ils sont là aussi, ça on parle côté production, et côté consommation, pour revenir sur ce que Patrice évoquait, le consommateur citoyen et le consommateur acteur, ben le réseau il a une fonction d'éducation, de transmission de données, de transparence. À partir du moment où nous avons des informations par construction sur chaque consommateur, comment on les fait résonner, comment on les fait miroiter pour qu'elles aient un sens collectif et qu'elles participent de l'objectif de réduction de la demande, d'efficacité énergétique que les pouvoirs publics fixent. C'est un vrai bel enjeu. Moi, j'ai l'habitude de dire aux jeunes ingénieurs, femmes ou hommes qu'on recrute à ERDF, que le réseau, c'est the place to be. C'est l'endroit où technologiquement demain il faut être. Je ne dis pas que les autres segments de l'industrie énergétique, je ne ferai pas injure à mes amis des autres entreprises qui sont dans la salle, sont passés. Mais par contre, le réseau, lui, trop souvent oublié dans le débat public, parce qu'on préfère être sur les débats théologiques, gaz de schiste, nucléaire, renouvelable, et en essayant d'opposer les uns aux les autres, n'oubliez jamais qu'au milieu, il y a des infrastructures et qu'il faut les voir comme pas, c'est pas uniquement un amas de tôles, de pylônes, c'est l'endroit où il y a de l'intelligence, il devra y en avoir de plus en plus demain. On va voir.